cette violation flagrante du droit international par la France est une énième preuve de l'enjeu stratégique que représente le Niger aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le narratif occidental aujourd'hui, la plupart de la presse occidentale voudrait faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que la France dépend du Niger en matière d'uranium pour un peu moins de 10%. Ils parlent de 12%. Ça, c'est ce qu'eux disent. Maintenant, je vous donne les chiffres. Parmi les 10 plus grands producteurs d'uranium à l'échelle internationale, dont le Niger fait partie, le Niger a une production d'uranium de 2020 tonnes par an. 2020 tonnes par an. Le seul exploitant de l'uranium du Niger, c'est une multinationale française, Orano, anciennement Areva. Ça veut dire très clairement que chaque année, la France puise au Niger 2020 tonnes d'uranium. C'est pour dire quoi? J'embrèche pour aller au niveau européen. Sur le plan européen, le Niger représente 24% de la demande, de l'approvisionnement en uranium pour l'Union européenne. 24%. Le Kazakhstan représente 23%. La Russie représente 19%. L'Australie représente 15%. Le Canada représente 14%. Et vous avez pratiquement 3% qui vient du reste du monde. Pour le cas de la France précisément, l'uranium du Niger représente 70% des besoins. Quand je le dis, je tiens à vous rappeler qu'à l'heure où nous parlons, les plus grands pays qui approvisionnent l'Union européenne et la France en uranium sont quoi? La Russie, le Kazakhstan et le Niger. Si vous prenez le Kazakhstan et la Russie, du fait des multiples sanctions adressées à la Russie, l'approvisionnement de l'uranium par l'Union européenne, par la Russie aujourd'hui, c'est une chose compliquée. Quoique ça continue à se faire malgré les sanctions, parce qu'ils ne peuvent pas se départir de ça. Ça continue de se faire. Si vous prenez le Kazakhstan, je tiens à rappeler que le Kazakhstan fait partie des pays membres de l'OCS et de l'OTCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai et l'Organisation pour le traité de la l'Organisation pour le traité de la sécurité collective. Parmi lesquels vous avez les pays comme l'Ouzbékistan, comme le Tadjikistan, comme la Chine et comme l'Iran dans le cadre de l'OCS. Ça veut dire que ce sont des pays alliés stratégiques de la Fédération de Russie. Donc si vous retirez déjà le Kazakhstan et la Fédération de Russie, il vous reste le Niger. Avec la décision récente des autorités du Niger qui ont fermé l'approvisionnement en uranium de la France depuis le Niger, vous comprenez très clairement que l'Union européenne perd pratiquement 60% de ses besoins en uranium. Et quand je parle de l'Union européenne, je reviens à la France. Parce que rappelons qu'au sein de l'Union européenne, la France est le premier exportateur d'électricité. Le premier au sein de l'Union européenne. Quand on sait très bien que les centrales, ou alors les 56 centrales nucléaires qui font fonctionner l'économie française et qui permet à la France de vendre l'énergie, de vendre l'électricité au reste de l'Europe, vous avez 70% de cette matière première qui est l'uranium qui provient du Niger. Et pour mieux comprendre ça, je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que en 2020 et 2021, en termes d'échange, la France, dans les exportations, se chiffrait à pratiquement 43 terawatts. 2020-2021, 43 terawatts. Or, depuis 2022, la France a importé pour pratiquement 16 terawatts des autres pays. Et ils justifient ça comment? Ils justifient ça par le fait de la pénalisation par autant pour moi, de la faible disponibilité du nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que le parc nucléaire du groupe EDF a des difficultés à pouvoir être approvisionné. Ça, c'est depuis 2022. 2022, pourquoi? Du fait des multiples sanctions qui ont été adressées à la Fédération de Russie et bien sûr la conséquence avec le Kazakhstan qui est un pays allié de la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, le seul pays qui leur permettait de tenir face à cette réalité, c'était le Niger. Et ce même pays aujourd'hui a fait comment? A fermé. L'uranium n'arrive plus. Vous comprenez très bien qu'en réalité, la France est devenue une réalité simple.
immédiatement elle arrête d'exister. C'est-à-dire qu'elle est devant une problématique de vie ou de mort. Sauf que cette problématique de vie ou de mort pour la France est une réalité existentielle pour le Niger. C'est-à-dire que le Niger voudrait véritablement jouir de cette richesse-là. Et la France a besoin de cette matière première pour maintenir son rang, pour maintenir son économie et pour continuer justement à exister en tant que nation. Donc, le défi énergétique aujourd'hui nous amène à cet affrontement qui se veut être macabre parce que ça démontre clairement les limites et même la vulnérabilité de ce pays qui, pendant des années, nous a démontré qu'elle était une puissance à part entière. Et ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que l'uranium qui arrive au Niger n'était pas simplement utilisé pour les centrales nucléaires. Rappelons qu'elle avait un rôle également dans le médical. Rappelons qu'elle avait un rôle important également dans le militaire, parce qu'aujourd'hui, la plupart, la France est un pays qui détient l'arme atomique. Et donc, ça fait en sorte que l'impact justement de ce blocage en approvisionnement d'uranium par le Niger pour la France va créer des conséquences catastrophiques du côté de la France. À l'heure où nous parlons, nous avons des frères qui sont de ce côté-là. Posons-leur la question, je pense qu'ils vont même nous appeler. Il se pose, alors nous parlons un problème de rationalisation en France. C'est-à-dire que même en plein Paris, vous avez des arrondissements qui vivent dans le noir. C'est-à-dire que la question du délestage, alors où nous parlons, est une réalité africaine. Parce que les réserves jusqu'à date ne peuvent pas couvrir. Française, vous le dites. Bien sûr. Les réserves jusqu'à date ne peuvent pas couvrir les années qui arrivent et les mois qui arrivent. Si véritablement cette matière première n'arrive pas, sans parler des engagements qu'ils ont pris auprès de d'autres partenaires financiers, puisqu'il faut dire que dans le domaine du nucléaire, la France aujourd'hui, à travers Areva, Orano, est véritablement l'un des pionniers en Europe. C'est-à-dire qu'elle installe, dans le monde, elle a des contrats où elle va installer et tout. Donc, il y a des engagements qui lient ce pays-là, ou qui lient les multinationales de ce pays-là avec d'autres partenaires, qui font en sorte que la rupture que les autorités nigériennes leur opposent vont leur faire beaucoup de mal. C'est pourquoi ils sont dans une logique jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que ça doit aller où ça doit aller, mais la réalité est qu'ils sont droit au mur. Non seulement sur le plan interne, leur économie va en pâtir. À côté de ça, les engagements qu'ils ont pris à l'échelle internationale ou sur le plan européen, ils ne vont pas pouvoir les respecter. Mais plus encore, on comprend très bien que le Niger, qui jusqu'en date, on nous a démontré comment c'était l'un des pays les plus pauvres du monde, il n'y a rien à attendre de ce pays-là, en réalité est le pays qui faisait fonctionner, qui permettait à cette France de se narguer d'être une puissance non seulement nucléaire, mais également un géant nucléaire sur le marché mondial. Donc les enjeux sont tellement énormes et c'est là où on comprend pourquoi elles sont en train d'aller dans ces logiques jusqu'au boutiste, mais c'est véritablement sans comprendre la détermination du peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, les autorités au pouvoir ne sont que l'instrument du peuple, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas par leur volonté propre, ils agissent en réponse aux volontés et aux desiderata qui leur sont imposés par le peuple nigérien. Et dans une pareille dynamique, vous ne pouvez pas combattre ça. Puisque, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le peuple nigérien aujourd'hui est en train de se mobiliser, mais plus encore de s'organiser de nature à répondre aux agitations de la France, même sans en attendre les autorités. Je voudrais rappeler à votre suite que ce peuple a failli entrer dans le camp militaire hier. Exactement, merci de le rappeler. Ils ont failli justement entrer dans le... l'intervention des forces de sécurité nigériennes. Exactement, exactement. Ça démontre, ça suffit que c'est idiot de la part des autorités françaises d'agir de la sorte. Les gens vous demandent de partir, mais partez simplement. Il peut arriver un jour, vous reviendrez, mais ce ne sera plus sous la même forme actuelle. Mais pour l'instant, partez d'abord. Non seulement vous violez le droit international, vous ne respectez pas la souveraineté d'un pays, mais vous vous plaisez à la face du monde à justifier ça par le simple fait que le président officiel légitime, qui est le président Mohamed Bazoum, est celui avec qui vous avez traité par le passé. Est-ce que Bazoum est la représentation personnifiée de la République du Niger? Est-ce que sans Bazoum, le Niger n'existait pas? Est-ce qu'après Bazoum, le Niger ne va